Bienvenue sur Das Polémique. Aujourd'hui, nouvelle vidéo actu et on va commencer tout de suite par Israël qui a envoyé des frappes massives hier sur le Liban, des frappes qui ont fait de nombreuses victimes civiles et comme d'habitude, ils ont justifié ça en disant que le Hezbollah se servait des Libanais comme de boucliers humains. Dans les ruines encore fumantes, alors que les secours recherchent toujours des victimes, le Liban découvre le visage de celles et ceux qui ont péri dans les bombardements israéliens de la veille à Beyrouth. Une mère de 2 enfants, un maître torréfacteur, une poétesse et son mari. Des civils qui font partie des plus de 300 morts recensés ce soir par le ministère de la Santé libanais. Comment arrive-t-on à un bilan aussi lourd ? Des immeubles entiers ont été détruits sans avertissement préalable de l'armée israélienne. Il y avait des personnes innocentes ici. Chaque fois qu'Israël avertit avant de bombarder, les lieux sont désertés. Là, il y avait des gens et des enfants. Devant cet hôpital, les sacs mortuaires et cercueils se succèdent. Ces Libanais attendent de pouvoir identifier le corps de leurs proches. Mohamed a perdu toute sa famille dans les bombardements de la veille. L'armée israélienne accuse le Hezbollah de se servir des civils comme bouclier humain. Le Hezbollah se cache parmi les civils, dans des quartiers résidentiels. Quand les Nations Unies disent que c'est un carnage, qu'est-ce que vous répondez à ça? Je réponds que c'est pas un carnage, mais malheureusement, il y a eu évidemment des civils. En fait, il y a une certaine cohérence. Tsahal a fait la même chose à Gaza. Et avec la complicité des médias occidentaux, plus précisément des médias français, qui, je pense, ont été les plus gros relais de la propagande israélienne en présentant le génocide à Gaza comme légitime, voire nécessaire. Donc c'est logique aujourd'hui que Tsahal se sente libre de pouvoir refaire la même chose au Liban. Plus largement, les images d'hier, elles étaient choquantes pour une autre raison. C'est qu'elles ont éveillé en nous le sentiment de les avoir déjà vues il n'y a pas si longtemps. Je veux dire par là que, incontestablement, Gaza s'est imposé comme une sorte de laboratoire militaire pour des opérations israéliennes dont cette armée est tentée de reproduire ailleurs. Et normaliser ce qui s'est passé à Gaza, alors là, historiquement, ça signifierait véritablement un basculement. Mais n'empêche, si on normalise précisément ce qui s'est passé hier, ça serait une manière aussi d'acter définitivement que ce qui s'est passé à Gaza, finalement, c'est acceptable. Et cette normalisation des massacres à Gaza, on a pu la voir dans les médias, mais aussi en politique. Quand on a Jean-Noël Barrot, qui est pour moi la plus grosse serpillière qu'on ait pu avoir dans l'histoire des ministres des Affaires étrangères français. Qu'est-ce que tu veux faire avec un ministre pareil ? Le mec fait dans sa couche à chaque sujet concernant Israël. En l'occurrence, on lui parle des dernières frappes meurtrières de Tsahal au Liban, et il commence par dire que l'Iran doit arrêter de terroriser Israël. C'est grave. Jean-Noël Barrot, vous condamnez ces frappes sur les mots qui sont utilisés. Le président du Liban, Joseph Aoun, a parlé d'attaque barbare, d'un massacre. Est-ce que vous reprenez ces mots à votre compte, Jean-Noël Barrot ? Oui, l'Iran doit cesser de terroriser Israël par l'intermédiaire du Hezbollah qui doit être impérativement désarmé, rendre ses armes à l'État libanais. Mais non, le Liban ne doit pas être la victime expiatoire d'un gouvernement contrarié parce qu'un cessez-le-feu a été trouvé entre les États-Unis et l'Iran. En fait, ce ministre nous fout la honte parce que ce mec est censé représenter la diplomatie française à l'international. Donc d'un côté, il fait caca-culotte concernant Israël et de l'autre, il va reprendre une phrase de Golda Meir, première ministre d'Israël dans les années 70, qui pour moi a sorti la phrase qui résume parfaitement le sionisme. La France reconnaît en Israël non seulement un peuple ami, mais aussi une éthique humaniste, universaliste, qui a été forgée par des siècles d'exil et de persécution et qui rejette l'arbitraire de la peine de mort. Il suffit de se souvenir des propos de Golda Meir. Nous pouvons pardonner à nos ennemis d'avoir tué nos enfants, mais nous ne pouvons pas leur pardonner de nous forcer à tuer leurs enfants. Voilà, on tue tes enfants et c'est toi qui nous y obliges parce que tu ne nous donnes pas ton pays. Faut pas oublier que cette phrase parlait des Palestiniens. Et c'est notre ministre à nous qui la reprend comme ça, normal à l'Assemblée nationale. Mais ça vient juste démontrer qu'en France, les morts civiles n'ont pas la même valeur. Rappelez-vous, il y a 2 ans, c'était François Hollande qui disait que les victimes civiles palestiniennes ne méritaient pas le même hommage que les victimes israéliennes. Juste une petite question en passant, puisqu'on a parlé au début de l'entretien de l'hommage rendu aux victimes françaises en Israël lors de l'attaque du 7 octobre. Est-ce qu'il faudra organiser un même hommage pour les victimes françaises à Gaza ? J'ai entendu cette proposition. Ça ne peut pas être le même hommage. Mais il y a les victimes du terrorisme et les victimes de guerre.
Pour les victimes du terrorisme, il y a toujours eu des hommages. Pour les victimes de guerre, il peut y avoir à un moment des cérémonies, mais ce n'est pas le même processus. Être une victime du terrorisme, c'est français, être attaqué en tant que Français ou en tant que défenseur d'un mode de vie. Une victime collatérale, vous êtes dans une guerre, vous êtes victime collatérale, il y en a Même si certains considèrent que l'ampleur de l'offensive israélienne est illégitime. Mais même, ce n'est pas un acte de terrorisme. Il ne faut pas oublier que c'est censé être un mec de gauche. Je pense que tout le monde a compris que non. Mais sur le papier, c'est censé être la gauche française. Bref, aujourd'hui, on revit exactement la même chose avec le Liban. Et quand quelqu'un essaye de rappeler que les médias français ont largement contribué à la déshumanisation des Palestiniens, on lui coupe la parole en disant que c'est faux, etc., alors que tout le monde a pu le constater ces 24 derniers mois. Là où la question du racisme apparaît, il y a des vies qui sont plus importantes que d'autres dans ce monde. Et par rapport à la région, la couverture médiatique en France en est une preuve. Les vies des Israéliens est beaucoup plus importante que les vies des Palestiniens. Il n'y a pas de doute là-dessus, que ce soit au niveau de la terminologie, au niveau des plateaux, au niveau de tout ce qu'on a entendu pendant 2 ans et demi, voire 3 ans. Pourquoi vous dites ça? Parce que je parle vous pas de ce pensez plateau. que sur ces plateaux-là, pardonnez-moi, je viens de clarifier, je ne parle pas de ce plateau, je parle des médias, de l'audiovisuel français en général. Vous pouvez lire tous les rapports de plusieurs organismes qui font leur travail français, qui donnent au niveau de la documentation, de la terminologie. Un exemple, au Liban, une division de l'armée israélienne a été chercher le corps d'un soldat, Ron Arad, dans la Bekaa au Liban. On a fait énormément d'histoires et de documentaires et de reportages sur ce que cette division a voulu faire. Il y a eu 41 morts libanais, qui n'étaient pas tous des combattants. Il y avait des villageois de Nabichit. Qui a parlé de leurs histoires, qui a parlé de pourquoi ils sont morts. Exactement. Il y a la presse écrite, il y a certains plateaux, il n'y a pas de doute. Je pense que certains commencent à avoir honte d'avoir participé à ça. D'ailleurs, remarquez bien qu'on ne parle plus du tout de Gaza dans les médias français. Alors oui, la loi votée en Israël sur la peine de mort pour les Palestiniens a été évoquée quelques jours, et puis fini plus rien. Alors que cette même loi, votée dans un autre pays, au hasard un pays arabe, aurait fait la une pendant des semaines avec des experts pour venir nous dire que les Arabes sont des sauvages arriérés, etc. On ne parle plus de Gaza. Les Gazaouis sont dans une situation catastrophique, on ne parle plus de Gaza. La colonisation en Cisjordanie se poursuit, avec des meurtres tous les jours, des expropriations. Tout ça dans le silence de l'indifférence la plus absolue. Il y a une loi qui est passée, qui est honteuse, qui permet la peine de mort pour les Palestiniens. Seulement, uniquement pour les Palestiniens. Et on sait très bien comment fonctionne la justice en Israël. Un enfant qui jette des pierres, il peut être passible, non pas d'un tribunal qui l'incarcère, mais d'une décision administrative qui peut le laisser durant des années en prison. C'est-à-dire que vous ne passez même pas par la case de justice. Est-ce que vous entendez aujourd'hui une forme d'émoi des instances internationales, des grandes puissances internationales, face à ce scandale? En fait, Israël, Netanyahou, Ben-Gvir, Smotrich ont des comportements qu'on peut assimiler à du terrorisme. Pourquoi plus aucun média n'en parle de cette loi? Pourtant, il y a du temps sur les chaînes d'information en continu, mais tout ce temps est consacré à la propagande sioniste pour justifier les massacres commis par Israël. On va en Israël, visé par des tirs de roquettes du Hezbollah. Stéphane Amar, vous êtes en duplex de Jérusalem. L'armée israélienne avait frappé des sites de tirs du Hezbollah au Liban quelques heures plus tôt. Oui, absolument. Il s'agirait cette fois-ci de tirs de longue portée. Habituellement, le Hezbollah tire sur les localités frontalières ou sur le nord du pays. Mais cette fois-ci, ces missiles ou ces roquettes sont allés beaucoup plus loin. Vous la reconnaissez, cette présentatrice? Oui, c'est Pascale de la Tour du Pin, l'ancienne de C8, copine de Cyril Hanouna, de Eric Nolot, de Yann Moix, etc. Ouais, elle est revenue au bercail sur BFM TV maintenant que la chaîne de Vincent Bolloré a fermé. Et Pascal se demande pourquoi une partie de son entourage lui a tourné le dos depuis son passage sur C8. Vous dites que 80% de votre carnet d'adresses n'a pas compris votre départ pour C8. Et après, je comprends que 80% n'ait pas compris. Ça marchait très bien à BFM. Alors vous allez me dire, ça aurait pu être suicidaire, de partir, de changer, de passer, franchement, de faire un 180. Mais j'ai eu envie de le faire. Je me suis dit, si tu le fais pas maintenant, tu le feras jamais. Il y en a qui vous ont carrément tourné le dos quand ils ont appris que vous avez parti. Bien sûr qu'il y a des gens, mais oui, mais je me suis retrouvée. Je peux pas donner les noms parce que j'aime pas jeter des gens en pâture, mais je me suis retrouvée à des événements où des personnes que je connaissais très bien refusaient de me dire bonjour. Bah oui. Mais alors moi, ça ne m'atteint pas. C'est-à-dire que moi, je trace ma route, je n'ai pas de stratégie et de plan de carrière, je fonctionne pas du tout comme ça. Quand on me connaît un peu, je fonctionne à l'envie. Alors oui, elle fonctionne à l'envie, mais surtout à l'envie du pognon de Vincent Bolloré. Bref.
Pascal de la Tour du Pin, elle était apparemment radioactive, sauf pour BFM TV. En même temps, c'est pas étonnant, c'est la chaîne de Olivier Truchot et d'Apolline de Malherbe. Chaîne qui passe son temps à inviter le porte-parole de Tsahal. Alors, si on parle de chiffres, jusqu'à maintenant, avant cette opération, je vais y arriver, il y a 1200 membres du Hezbollah qui ont été éliminés par Tsahal dans des frappes très précises, avec des renseignements très précis. Le but ici est en aucun cas de faire la guerre au Liban ni aux Libanais. Le problème, c'est le Hezbollah. Le problème, c'est pas Israël. Et je crois qu'il y a beaucoup de gens au Liban qui sont très contents qu'Israël fasse ce sale boulot. Mais maintenant, ce qui s'est passé aujourd'hui n'est pas une frappe qui s'est préparée en 30 secondes. On parle ici d'une frappe extrêmement sophistiquée avec 50 appareils. Ça colle pas complètement avec les images que l'on voit. Quand vous parlez de frappes extrêmement ciblées sur des combattants du Hezbollah, etc., nous, ce que l'on voit d'ici, et ce que nous racontent nos envoyés spéciaux à Beyrouth, ce sont notamment des immeubles entiers qui sont ce soir par terre et avec un bilan, encore une fois, qui est dramatique du côté libanais. Le bilan est un bilan qui est, je l'espère, à près de 100%, relié au Hezbollah. C'est insupportable. Il rase des quartiers entiers, mais te parle de frappes ciblées. Mais ce qui est surtout insupportable, ce sont ces médias qui lui donnent la parole à outrance, et quand ce n'est pas lui, c'est l'ambassadeur d'Israël qui vient après des frappes israéliennes pour se victimiser en plus. Honnêtement, c'est un enfer. Vous savez combien de missiles, de roquettes et de drones ont été tirés contre mon pays depuis le début de cette guerre ? 6500. Ce que nous avons tiré contre le Hezbollah, très spécifiquement contre les terroristes du Hezbollah, n'arrive pas à la moitié de ce chiffre. Frappes, et toutes nos frappes sont très ciblées. Oui, mais là, ce que l'on voit sur ces images, est-ce que vous êtes sûr d'avoir tué des gens du Hezbollah ? Oui, hier nous avons tué 200 terroristes du Hezbollah. Il y a aussi des familles, il y a aussi des enfants. Malheureusement, il y a aussi des frappes qui malheureusement qui tuent. Vous avez entendu cette habitante de Beyrouth qui dit moi je n'ai rien à voir avec le Hezbollah. J'y arrive. Pourtant J'y arrive. Malheureusement, dans une guerre, il y a des victimes qui sont des victimes collatérales. Et c'est peut-être le cas de cette dame dont vous parlez. Mais le fait est que nous ciblons seulement les terroristes du Hezbollah. Alors, pour les plus courageux, les plus tenaces qui ont tenu jusqu'ici, je vous réserve une petite surprise après, parce que LCI, c'est pas la même mayonnaise que sur BFM TV. Mais pour le moment, regardons le petit vicieux d'Olivier Truchot, parce que oui, l'ambassadeur était face à Truchot. Voilà pourquoi il peut faire de longs tunnels sans être interrompu. Et les seules fois où Truchot fait mine d'apporter la contradiction, il accepte ensuite très rapidement la réponse abjecte du sioniste en face de lui, histoire de faire le minimum syndical, vous voyez. Ces images que l'on voit, le terme de carnage qui est employé par les Nations Unies pour décrire ce qui s'est passé hier, ces images rappellent celles de Gaza. C'est-à-dire que c'est la même stratégie. Non, c'est pas du tout la même stratégie. Non. On frappe. Non. On veut effectivement viser le Hamas au Gaza, le Hezbollah au Liban, mais on touche des civils, on tue des enfants, on blesse des familles. Il y a quelque chose de semblable dans les deux cas. C'est des terroristes qui se cachent derrière des civils, qui se cachent derrière des enfants, qui se cachent derrière des familles, parce que c'est des peureux. C'est ça, surtout. Donc on ne peut pas faire autrement que de sacrifier aussi des civils. Non, il y a une faire autrement. Le Hezbollah peut baisser leurs armes et dire on arrête de combattre et on arrête de faire la guerre à Israël. Monsieur l'ambassadeur. C'est eux qui, n'oublions pas, c'est le Hezbollah qui a décidé de rentrer dans cette guerre. On voit bien qu'Olivier Truchot ou Apolline de Malherbe, on peut mettre les deux dans le même sac, n'ont pas la même énergie lorsqu'ils ont face à eux un antisioniste ou un pro-palestinien. Et d'ailleurs, il y a, je pense, en ce moment, une petite guerre en interne à BFM TV entre les journalistes style Truchot ou Malherbe et les autres. Regardez ce communiqué de la SDJ, la Société des journalistes de BFM TV. Hier, 3 journalistes ont de nouveau été assassinés par l'armée israélienne à Gaza et au Liban. Les journalistes sont délibérément ciblés par l'armée israélienne. Cette atteinte à la liberté d'informer et à l'ensemble de la profession est insupportable. La SDJ de BFM TV dénonce ces attaques et réitère son attachement aux droits de la presse. Nous apportons notre soutien à nos collègues palestiniens et libanais et nous nous joignons aux appels de la profession pour demander l'ouverture de Gaza à la presse internationale. Selon RSF, plus de 220 journalistes ont été tués par l'armée israélienne depuis 2023 et le dernier rapport de la CPJ précise que cette dernière est responsable des 2/3 des journalistes morts en 2025 dans l'exercice de leurs fonctions. Et ça se voit même dans certaines interventions parce que les journalistes de BFM sur le terrain au Liban n'ont pas la complaisance que certains ont en plateau devant l'ambassadeur d'Israël.
Exactement. Hier, avec Julie Rosaire, on a passé toute une partie de la journée après ces frappes devant un hôpital de Beyrouth et on a constaté cet afflux de blessés. Et parmi ces blessés, il y avait de très jeunes personnes, notamment des enfants. On a vu sur un brancard une petite fille d'1 an et demi qui, a priori, revenait des décombres parce qu'elle avait de la poussière sur elle. Elle était recouverte de poussière. Elle avait du mal à respirer. Elle était, a priori, inconsciente. Et les médecins nous ont confirmé que parmi les autres victimes qu'ils ont reçues pendant la journée, il y avait d'autres enfants. Tout à l'heure, on était sur le lieu d'une autre frappe avec des secouristes plus de 24 heures après qui recherchaient notamment 2 enfants au moins de 6 et 8 ans. Ces 2 enfants ont eu le malheur de se retrouver au premier étage de leur appartement hier au moment de la frappe. Et c'est vrai que ce discours que donne Israël en disant, justifiant ces frappes, en expliquant qu'elle ciblait uniquement des terroristes du Hezbollah, depuis hier que l'on discute avec ses habitants ici à Beyrouth, c'est un discours qui n'est absolument pas entendu, pas entendable ici par les Libanais. Quelques minutes après, on a vu une autre dame qui essayait d'ouvrir la porte d'une ambulance pour voir une dernière fois son fils parce que son jeune fils était dans un sac mortuaire. Il avait été tué dans ces frappes. Donc ce sont des scènes absolument dramatiques dont on a été témoin ici au Liban. Et quand on parle à ces Libanais, le discours d'Israël, la justification d'Israël, elle n'est difficilement entendable ici. Ça fait du bien d'entendre un autre son de cloche, alors que c'est juste la normalité d'une rédaction normalement. D'ailleurs, sur LCI, c'est chaud. C'est très chaud. Ils commencent à faire le taf. Ils sont bien vénères malgré le présentateur Darius Rochebin qui se fait toujours le relais d'Israël. C'est plus du harcèlement que existentiel, faut être honnête, sur ce que fait le Hezbollah. Il y a des morts. Oui, mais c'est du harcèlement. Vous appelez ça comme vous voulez, quand il y a des morts, pardon. Encore une fois, général, si c'était des morts français, arrêtez, Darius, si on tirait. Ce n'est pas existentiel. Vous pouvez appeler ça comme vous voulez. Si des roquettes étaient tirées, je sais pas quoi, Belgique en direction de la France, vous diriez pas, bon, c'est peut-être pas existentiel de l'État, mais enfin, on peut pas tolérer ça, c'est sûr. On peut pas tolérer, mais la solution, elle est à long terme, et c'est le Liban. Là, les Israéliens se comportent, ils justifient tous leurs actes, y compris de mon point de vue les plus criminels, par leur souffrance. Le fait qu'ils ont souffert, donc il y a eu le 7 octobre, et il y a eu ce harcèlement du Hezbollah, et donc ça leur donne tous les droits. Moi, je prétends qu'Israël n'a pas le monopole de la souffrance. En revanche, Israël a le monopole de la violence, en gros. Et il y a une différence. De nouveau, vous ne pouvez pas dire ça. Ça veut dire quoi, le monopole de la violence dans la région? Oui, ce que l'Iran a fait, dans la région. Ce que le Hamas a fait. Oui, ce que le Hezbollah a fait. Le 7 octobre. OK. Les Israéliens ne peuvent pas ne pas tenir compte de la souffrance infligée aux autres depuis 70 ans. Donc les Israéliens prétendent qu'ils ont le monopole de la souffrance. Non, ils n'ont pas le monopole de la souffrance. Et à partir du moment où ils comprendront qu'on est deux de jeu, peut-être que le monopole de la violence sera perçu différemment. Alors lui, je pense qu'il va avoir le griffe, la lycra sur le dos dans pas longtemps. On va le traiter d'antisémite, je vous le dis. Mais vous voyez la différence entre BFM de Truchot et LCI là? Pareil pour Gallagher Fenwick, qui d'habitude met en PLS Noémie Aliwa. Là, il va dire les termes concernant un ex du Mossad qui d'habitude peut raconter des bêtises pendant des heures sur LCI sans aucune contradiction. Ben là, il est tombé sur un autre. Je le dis et le répète, c'est de limiter le plus possible la menace existentielle. Je rappelle tout de même que Hezbollah, Hamas, Iran ont juré la destruction et l'anéantissement de l'État d'Israël. Alors réponse et on va avancer. Laissez-le répondre. Ce qui n'est pas le cas des Américains. Très rapidement, M. Jérusalemi, c'est avec ce genre de propos que vous finissez à la Cour pénale internationale, ce qui est d'ailleurs ce qui attend en théorie votre Premier ministre et votre ancien ministre de la Défense aux côtés des criminels du Hamas. Par ailleurs, avec ce genre de pensée, encore une fois, vous ne parviendrez ni à la paix ni à la sécurité. Donc essayez de penser contre vous-même et de ne pas systématiquement vous convaincre que vous êtes les forces du bien face aux forces du mal. C'est une manière de déshumaniser, de diaboliser vos voisins qui eux aussi veulent la paix et la sécurité. Et eux aussi y ont le droit, Monsieur Jérusalemi. Encore une fois, ça fait du bien, mais ça devrait être la normalité à la télévision française de pouvoir dire qu'Israël fout le feu un peu partout dans la région depuis des années. Parce que c'est un fait. Et pourtant, avec la loi Yadan, ça pourrait être considéré comme antisémite. Bref, il reste un endroit quand même où un sioniste peut raconter les pires horreurs génocidaires, racistes, etc. sans être inquiété, c'est I24 News. Et là, Meir Habib, dont on pourrait se passer des discours, c'est vrai, mais remarquez bien que tous les pays non occidentaux pour lesquels il a manifesté de l'hostilité ont été attaqués par Israël.
L'Iran, la Syrie, la Palestine, n'en parlons pas, mais aussi le Liban. Et là, il commence à parler de la Turquie comme une menace absolue pour Israël. Alors tout n'est pas fini. La Turquie reste une menace aussi, conviction absolue et importante, aussi pour l'État d'Israël aujourd'hui, avec un Erdogan qui a mis de l'huile sur le feu, mais qui est un peu tenu à ce stade par Trump. Amis turcs, c'est vraiment pas une bonne nouvelle. Parce que si Israël commence leur bêtise à vous balancer des bombes sur la tête parce que soi-disant vous serez une menace, les médias français présenteront ça comme légitime. Ils diront que les sympathisants d'Erdogan prennent la population civile turque comme des boucliers humains. Bref, c'est pas le seul pays aujourd'hui qui est menacé, il y a aussi les pays d'Europe. Écoutez ce que Simon Mousse nous dit. Il dit que les Français doivent se sentir menacés sur leur sol pour pouvoir comprendre ce que fait Israël. Simon, lorsque vous entendez les chancelleries européennes dire que Benyamin Netanyahou tente de faire capoter les négociations entre l'Iran et les États-Unis par les interventions militaires contre le Hezbollah au Liban. En fait, ils ne vivent pas, Israël et les pays européens, ils ne vivent pas, j'allais dire, pas dans la même civilisation, ils ne vivent pas dans le même univers. C'est-à-dire que ça fait depuis 80 ans que les Français n'ont pas eu à défendre leur sol. On a fait des guerres, évidemment, on a participé des guerres à l'extérieur du territoire français. Et donc, je pense que fondamentalement, au-delà de tous les commentaires qu'on peut entendre de part et d'autre, tant que, et je ne le souhaite pas évidemment, mais tant que les Européens ne se sentiront pas suffisamment en danger chez eux, ils ne comprendront pas, qu'un pays fort et fier comme Israël choisisse sa survie, préfère sa survie, quitte à être honni, quitte à être critiqué, parce que la sécurité passe avant la popularité. Et dire que c'est vers lui qu'Arthur envoie les jeunes juifs français pour les aiguiller, les aider, etc. Bref, c'est pas la première fois que sur cette chaîne, une menace, un attentat sur le sol français est évoqué. Rappelez-vous, Nelly Kufernaouri l'a fait à plusieurs reprises. Il y a énormément maintenant d'infiltration de cellules terroristes en France et vous allez voir, et je suis curieuse de savoir comment est-ce que Macron va réagir face aux attentats qui l'attendent. Bon, on le souhaite. Le monde comprendra, l'Europe la première, comprendra ce que veut dire le terrorisme très bientôt. Imaginez qu'une militante antisioniste tienne ce genre de propos, mais à l'envers. Elle serait en prison. Il n'y a qu'à voir ce qu'est en train de subir Rima Hassan en ce moment. Elle se prend la justice, la politique et les médias en même temps. Et pendant ce temps, Nelly Kufernaouri peut faire des allers-retours entre Israël et la France. Enfin, plus vraiment depuis son mandat d'amener. Il est temps pour nous d'arrêter de nous cacher derrière des prétextes sécuritaires. Il est temps pour Israël d'assumer véritablement son destin, sa vérité. Donc effectivement, vu que je ne reconnais pas du tout l'autorité de juges français d'émettre un mandat contre moi, de me juger, alors que cela fait, grâce à Dieu, 33 ans que je vis en Israël. Mais je pense que je continuerai finalement parce que ce sera un bon moyen pour effectivement rétablir les faits, rétablir la vérité. Vous voyez la différence de traitement médiatico-politique et judiciaire entre un tweet de Rima Hassan et les propos de Nelly Kufernaouri. C'est le monde à l'envers, mais on en reparlera demain dans une nouvelle vidéo. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un pouce, partager, booster la vidéo si vous le pouvez, c'est très important. Moi, je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo actu. En attendant, prenez soin de vous, c'est vraiment le plus important. Respirez un bon coup aussi. Merci à tous ceux qui regardent les vidéos jusqu'au bout, qui m'envoient des messages de soutien. Dans tous les cas, on est ensemble. Ciao.